Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet événement numérique, digital, consacré au thème aujourd'hui de comment s'appuyer sur la GMAO pour respecter vos obligations de réduction de vos consommations énergétiques. Je suis heureux d'accueillir Claudie Ferlet qui va m'accompagner durant cet événement. Elle est directrice agence énergie carbone chez Socotec. Euh, Bonjour Claudie, merci de te joindre aux équipes Carl pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis moi-même Laurent Trousselot, je suis responsable produit marketing pour Carl Berger-Leroux et donc nous allons être les deux animateurs de cet événement. Alors, quelques informations sur le déroulé. Partie de présentation qui va durer environ 30-35 minutes à peu près. Et puis, il y aura vraiment le temps de partage et d'échange où vous pourrez nous poser vos questions. À la fin de la présentation, nous vous partagerons un sondage afin de mesurer la qualité de l'événement et puis si vous avez, évidemment, si vous souhaitez en savoir plus. Écoutez, je vais donner l'ensemble des informations. N'hésitez pas, y compris durant la présentation, à utiliser le module questions-réponses QR qui se trouve dans la barre d'outils, dans les widgets de la plateforme, pour poser vos questions au fur et à mesure que vous en sentez la nécessité. Elles seront posées en fin de présentation et nous y répondrons. Voilà pour les modalités de présentation. Et puis, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, on se propose de découper la présentation en quatre parties, en tout cas trois parties sur le thème. Une partie pour rappeler les enjeux du décret tertiaire. Une deuxième partie pour faire le lien avec les outils de gestion de maintenance et de gestion patrimoniale et de gestion d'assets en général. Comment ces outils peuvent servir et appuyer les besoins autour du décret tertiaire. Et une autre partie sera également consacrée au suivi du plan d'action, le plan de performance énergétique, à travers également les outils de gestion de la maintenance. Enfin, nous donnerons quelques informations sur nos entreprises pour que vous puissiez mieux nous connaître. Et nous terminerons par la session, évidemment, des questions-réponses. Alors, je vais céder tout de suite la parole à Claudie. Je vais lui donner la main pour qu'elle puisse commencer à vous donner les éléments de contexte qui font que, évidemment, aujourd'hui, on se pose toutes ces questions autour de l'énergie. Et ça va un petit peu plus loin, Claudie, si je comprends bien, avec l'arrivée du décret tertiaire. Oui, tout à fait. Merci Laurent. Du coup, je vais me permettre de refaire un petit tour d'horizon assez rapide et succinct de ce décret tertiaire. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ce décret tertiaire et que l'on puisse rebalayer ensemble les éléments principaux, les éléments réglementaires, et puis qu'est-ce que cela engage au niveau de l'ensemble des assujettis. Donc le décret tertiaire, en un résumé très rapide, le décret tertiaire, c'est une obligation réglementaire qui est sanctionnable et qui vise à la réduction des consommations énergétiques, induisant par ailleurs une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc la réduction de ces consommations énergétiques que l'on prend toute énergie confondue. Donc on ne va pas s'arrêter juste à l'électricité ou voilà, on va regarder toutes les énergies bâtimentaires confondues. Et le but de cette réglementation, c'est de réduire réduire ses consommations pour atteindre des objectifs dans le temps. Des objectifs à viser 2030, 2040 et 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dispositif qui se met en place aujourd'hui pour une durée de 30 ans. Donc on va en entendre parler pendant un petit moment. Donc ce dispositif, il s'applique à l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire. Donc quand on parle d'usage tertiaire, on parle des bâtiments qui ne sont pas des logements en priorité, des bâtiments qui ne sont pas du secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles, et qui ne sont pas du secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation de ces ressources naturelles. Du moment où on n'est pas du logement, pas du secteur primaire, pas du secteur secondaire, alors on est assujetti au décret tertiaire à la condition d'avoir un bâtiment d'une surface de plancher de plus de 1000 mètres carrés. Donc, je reprends dans l'autre sens, 1000 mètres carrés de bâtiment, clos et couvert.
avec une activité à usage tertiaire, une ou plusieurs activités à usage tertiaire, on va le revoir juste après, et l'ensemble de ces activités ont des consommations. Ces consommations ont pour but d'être diminuées d'ici l'année 2030, 2040, puis 2050, sous peine d'une sanction qu'on verra aussi par la suite, qui peut être financière ou particulièrement une sanction de dénonciation qui est appelée le name and shame. Alors, hop, pour en préciser un petit peu plus. Je vous ai dit à l'instant les activités tertiaires qui sont concernées. Il faut bien comprendre que dans ces activités tertiaires, on a énormément de sites qui sont mis en œuvre, qui sont concernés, qui sont assujettis. On va aller du bureau jusqu'aux locaux d'enseignement, mais en passant par le commerce, par des hôtels ou par des entrepôts. On ne conservera pas ici les trois exceptions qui sont à usage tertiaire mais non concernées. Ce sont les bâtiments avec un permis de construire à titre précaire. On entend par là les bâtiments, les cabanes de chantier par exemple, les bâtiments préfabriqués, voilà. Les bâtiments destinés aux cultes qui ne sont pas concernés et les bâtiments hébergeant une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. On va regarder là, par exemple, les casernes de pompiers. La partie opérationnelle n'est pas concernée par le décret tertiaire. Par contre, à côté de ça, la partie de bureau d'un SDIS, lui, est bien concernée. Donc, on va réfléchir à l'échelle d'une entité fonctionnelle assujettie. Une entité fonctionnelle assujettie, c'est une entité qui est assujettie au décret tertiaire. Et si vous voyez sur la slide de droite, les cas pratiques et les cas d'application du décret tertiaire, il y en a 3 qui sont réglementés. Le premier cas, c'est le cas numéro 1, c'est dans un bâtiment où on n'a que de l'usage tertiaire, donc uniquement de l'usage tertiaire dans ce bâtiment. Il peut y avoir un seul et même occupant ou de nombreux occupants. La surface de plancher de ce bâtiment étant supérieure à 1000 m², l'ensemble du bâtiment est assujetti. Qu'on ait un locataire unique dans l'ensemble du bâtiment, qu'on ait de nombreux locataires dans l'ensemble du bâtiment, ou qu'on soit un propriétaire occupant de l'ensemble du bâtiment. On a à chaque fois un propriétaire, un locataire ou plusieurs locataires qui sont assujettis au décret tertiaire. Et on verra plus tard les contraintes de ce décret. Le cas numéro 2, celui qui est sur votre droite, c'est dans un bâtiment où on a plusieurs typologies d'activités et qui ne sont pas que de l'usage tertiaire. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple un bâtiment d'habitation au pied duquel il y aurait des locaux de commerce. Si la surface des locaux tertiaires, donc des commerces, dépasse 1000 m², alors le bâtiment est assujetti. Seules les consommations liées à ces usages tertiaires sont concernées par le décret tertiaire et sont concernées par l'obligation de réduction de consommation. Ça, ce cas numéro 2 peut se trouver aussi sur un site industriel où on aurait dans un même bâtiment industriel un système de process et des bureaux ou des éléments à usage tertiaire à côté, une salle de réunion par exemple. Si l'ensemble des surfaces à usage tertiaire dépasse les 1000 m², alors le bâtiment est assujetti uniquement pour ses parties à usage tertiaire. Le troisième cas, celui qui se trouve tout en bas, c'est le cas d'un ensemble de bâtiments à usage tertiaire qui peuvent être concernés et dont on va sommer les surfaces de plancher pour vérifier l'assujettissement. C'est le cas, par exemple, d'une commune sur laquelle on aurait une école. Alors là, on avait mis des surfaces, je vais garder les mêmes chiffres pour ne pas me perdre. Une école qui a une surface de plancher de 400 m². À côté, un gymnase qui a une surface de 700 m². Les deux sont dans des bâtiments distincts, mais sur une même entité foncière, donc sur une même parcelle, ou deux bâtiments qui sont rattachés. Donc on va sommer les deux sites, les deux surfaces de sites, pour savoir si on dépasse ou non les 1000 m². À partir du moment où on dépasse les 1000 m², tous les sites sont assujettis. On peut se retrouver dans ce même cas dans un cadre industriel où on aurait sur un site industriel plusieurs typologies de bâtiments, dont des bâtiments à strict usage de production et donc à strict usage industriel, et des bâtiments à côté, par exemple des entrepôts,
Donc je vous rappelle, hein, un entrepôt, pour qu'il soit assujetti en termes de logistique, il faut que ce soit de la surface de plancher, donc clos et couvert. Un exemple, une précision vis-à-vis des surfaces, par exemple, de parking. Si vous êtes dans le cadre d'un site industriel dans lequel vous avez un grand volume de parking, si ce parking est un parking ouvert, donc non clos et couvert, il a beau faire partie de l'usage tertiaire du site, on ne va pas le considérer pour calculer l'assujettissement, puisqu'il n'est pas clos et couvert, ce n'est pas une surface de plancher. Par contre, si le site est assujetti, alors les consommations, par exemple d'éclairage, qui découlent de ce parking, vont, elles, être assujetties à la réduction de consommation énergétique sur les 30 ans à venir. Pour bien comprendre le décret tertiaire, on a parlé donc du cadre d'assujettissement. Donc vous pouvez constater que de nombreux sites et de nombreuses interrogations peuvent se tourner par rapport à l'assujettissement des bâtis, qui est assujetti et qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire pour plus tard, hein? Quels sont ces points essentiels du décret tertiaire? Donc, vous l'avez bien compris, le but, c'est de réduire les consommations énergétiques en énergie finale, tout usage confondu, par rapport à une... alors, il y a 2 méthodes de calcul des objectifs et on y reviendra juste après. Donc, pour introduire ces 2 méthodes aujourd'hui, à l'instant, c'est la méthode en valeur relative ou la méthode en valeur absolue. Donc, le but essentiel et le terme de cette réglementation, c'est bien la réduction des consommations énergétiques, tout usage. La deuxième obligation sur laquelle porte le décret tertiaire, c'est la déclaration annuelle des consommations sur une plateforme nationale qui est gérée par l'ADEME et qui s'appelle Opérat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, vous allez devoir déclarer les consommations énergétiques tertiaires de votre site sur une plateforme. Sur cette plateforme, on va donner les consommations, on va donner le cas qu'on a vu juste avant, le cas numéro 1, numéro 2, numéro 3. On va donner des éléments pour déterminer l'identité bâtimentaire du site. Et Opérat va lui-même calculer, cette plateforme va elle-même calculer les objectifs en valeur relative et en valeur absolue et va jauger chaque année si vous êtes dans la bonne trajectoire pour respecter votre décret tertiaire ou non. Le troisième point essentiel et la troisième obligation du décret tertiaire, c'est l'affichage de l'attestation numérique annuelle. C'est une attestation qui sera fournie par le site Opérat et cette attestation, elle aura une obligation d'être annexée aux actes de vente des locaux tertiaires à venir. Donc cette attestation, c'est encore un point qui n'est pas encore complètement mis en route. Il sera mis en route plutôt à partir de 2023. Mais sachez que c'est une obligation réglementaire du décret tertiaire. Pour bien comprendre l'histoire des objectifs. Donc, on a 2 types d'objectifs sur la partie décret tertiaire. Un premier objectif qui s'appelle en valeur relative et le second objectif en valeur absolue. Ça veut dire quoi? Si je pars du premier, on va parler de l'objectif en valeur relative. Pour connaître son objectif en valeur relative, la méthode est très simple. On va rechercher pour tous les sites, obligatoirement, on va rechercher une année de référence. Cette année de référence est une consommation énergétique entre 2010 et 2019 qui est sur 12 mois glissants et qui sera ajustée. Ajustée du volume d'activité, ajustée des conditions climatiques de l'année en cours. Donc cette année de référence, elle va être calculée, elle va être définie pour un site, pour une entité fonctionnelle assujettie, et elle sera attachée au bâtiment. Ça veut dire que si la destination du bâtiment évolue, l'année de référence, elle sera toujours la même. Une fois qu'on a cette année de référence et sa consommation associée, donc on a une consommation de référence pour un bâtiment donné, on va rechercher à diminuer de 40% les consommations pour avoir l'objectif de 2030. On va diminuer mathématiquement de 50% pour avoir les consommations de 2040 et de 60% pour les consommations de 2050, pour l'objectif de 2050. Donc, dès aujourd'hui, à partir du moment où on a son année de référence, on est en capacité de connaître l'objectif en valeur relative des années 2030, 2040 et 2050. Ça, c'est pour la première méthode. La seconde méthode, c'est l'objectif en valeur absolue. En valeur absolue, on va parler de référentiels par rapport à des arrêtés en valeur absolue qui vont fixer
par rapport à des ratios, par rapport à des données données par arrêté, des valeurs seuil à atteindre vis-à-vis des usages de chacun des sites. On a par exemple, pour un usage bureau, on sait que pour l'année 2030, il faut atteindre, donc passer en dessous d'une consommation de 107 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. Donc cette deuxième méthode, en valeur absolue, on ne connaît aujourd'hui que certains chiffres pour l'année 2030 et on aura l'opportunité de connaître les chiffres pour 2040 et 2050 à l'apparition des arrêtés modificatifs qui se fera à chaque décennie. Un point de précision par rapport à l'année de référence. Donc, on en parlait, 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019, 12 mois glissants, donc pas forcément une année calendaire. Et sur l'année de référence, pour trouver l'année de référence sur des sites qui auraient plusieurs typologies d'activités, plusieurs activités qu'on appelle sites mixtes, la réglementation nous permet 3 possibilités pour définir une consommation d'année de référence. Soit on fait aujourd'hui une campagne de mesure sur une durée représentative, on détermine quelle est la consommation de l'usage tertiaire de notre consommation totale, et ce ratio va nous servir, pourra être appliqué aux années antérieures. Donc par exemple, si aujourd'hui vous faites une campagne de mesure, vous déterminez que 5% des consommations énergétiques de votre site correspondent à de l'usage tertiaire, vous pourrez reprendre ce ratio de 5% et l'appliquer à l'année 2015 ou l'année 2014 que vous détermineriez comme année de référence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de mettre en place un sous-comptage dès à présent et de remonter les informations et d'utiliser ces informations pour connaître le ratio plus ajusté des consommations énergétiques tertiaires. Et le troisième point, mais qui n'est pas celui qui est préféré par la réglementation, qui est vraiment un point à défaut si on n'est pas en capacité de faire autre chose, c'est de réaliser une simulation thermique dynamique dont les données seront justifiées et qui nous permettrait d'établir un ratio lié à l'activité tertiaire et aux consommations tertiaires. Une fois qu'on a bien déterminé notre objectif, on sait où on va, on sait là où on veut aller en termes d'activité, d'objectifs de consommation. La réglementation, qui est une réglementation avec une exigence de résultat, nous propose, alors c'est vraiment une proposition, ce n'est pas une obligation, 5 piliers sur lesquels regarder les actions d'amélioration à envisager. Ces piliers, il y en a 2 qui sont des piliers d'usage, qui correspondent au comportement des occupants et à l'adaptation des locaux. Et donc là, Laurent nous en reparlera par la suite de savoir ce qu'une GMAO peut aider à faire sur ces points-là. Et les 3 piliers techniques, avec la performance des équipements, la performance énergétique et les modalités d'exploitation concernant l'ajustement, le réglage et la régulation. Et pareil, Laurent nous montrera et nous expliquera qu'est-ce qu'une GMAO peut faire, en quoi une GMAO peut nous aider sur ces points-là. Un mot rapide, et je m'en arrêterai presque là, sur le décret BACS, qui est un décret paru en 2020, qui impose à tous les bâtiments à usage tertiaire disposant d'un équipement de chauffage climatisation combiné ou non à un système de ventilation d'une puissance nominale de 290 kW, l'obligation porte sur l'installation d'une GTB, une GTC, avec une possibilité d'optimisation et de supervision des données de consommation. Donc ce décret BACS, qui est intimement lié au décret tertiaire, permet de mettre en place un suivi visant l'optimisation des consommations par la suite. En une slide représentative ou une slide résumant l'ensemble de la situation, donc on a une année de référence à déterminer entre 2010 et 2019, une première obligation réglementaire de saisir ces consommations dans la plateforme Opérate d'ici le 30 septembre 2022. Donc d'ici le 30 septembre 2022, aujourd'hui, on doit faire la création du compte sur la plateforme, la déclaration des consommations énergétiques de l'année de référence, de l'année 2020, de l'année 2021. Chaque année, c'est ce que représentent les points orange, vous aurez à déclarer les consommations énergétiques tertiaires liées à vos sites. En mois de septembre avant le 30 septembre 2026, il pourra être déposé des demandes de modulation dans le cas où vous n'êtes pas en capacité de réaliser les économies attendues. Et c'est un cycle de 10 ans qui se répétera 2 fois pour atteindre l'objectif de 2050. Hop. Un dernier mot sur la plateforme Opérate, qui est en fait l'outil finalement essentiel de ce dispositif.
sur cette plateforme Opérate, aujourd'hui, on peut se connecter, on peut déclarer son bâtiment, on peut créer son compte, on peut déclarer son bâtiment. Par contre, la saisie des données de consommation, de référence et de calcul des objectifs sera mise en œuvre à partir du 1er avril 2022. Cette plateforme, elle est gérée par l'ADEME, donc voilà, c'est eux qui ont la main sur cet outil. Donc on attend avec impatience cette mise à jour pour pouvoir continuer les déclarations. Voilà Laurent, je te rends la main. Alors, je te rends la main pour que tu puisses présenter la suite. Merci Claudie, c'est évidemment important d'avoir tous ces éléments en tête et tu as pris le temps de bien les expliquer, de bien les décomposer. Et je dirais, dans la continuité de cette présentation, finalement, c'est d'expliquer que, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart, en tout cas lorsqu'on est dans la gestion de bâtiments avec certaines surfaces, certaines superficies, ou dès le moment où les bâtiments sont techniques, eh bien, aujourd'hui, le taux de déploiement des outils de gestion de maintenance assistée par ordinateur, GMAO, gestion de patrimoine, gestion d'assets, est déjà fortement implémenté. Et l'intérêt, c'est de voir aussi comment ces outils qui existent déjà dans la plupart des contextes peuvent être utilisés pour être un outil pour le décret tertiaire dans les différentes phases qui viennent d'être décrites par Claudie. Claudie, je t'invite évidemment à intervenir pour apporter des compléments, n'hésite pas. Donc, avec quelques illustrations, je vais essayer de donner quelques éléments qui montrent l'intérêt et la complémentarité des outils de gestion de maintenance pour adresser les problématiques autour du décret, mais plus globalement aussi toutes celles qui vont avoir attrait à l'énergie au sens large et à la sobriété énergétique vers laquelle il faut que l'on aille. Tout d'abord, premier élément qui est assez basique, mais finalement qui est un élément important, c'est la connaissance de son patrimoine. Donc les outils de gestion sont là justement pour apporter la connaissance de ce patrimoine. Combien on a de bâtiments, quelle est la superficie de ces bâtiments. On a vu que ça avait une importance, quel est l'usage de ces bâtiments. Ce sont des informations que l'on va trouver dans les outils de gestion de la maintenance. Et puis, on va également pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments, bien plus loin que simplement le bâtiment, l'étage, le local. On va pouvoir aller jusqu'aux équipements techniques, et notamment les équipements techniques souvent complexes et souvent ceux qui sont énergivores sont modélisés. On pense à des chaudières, on pense à des centrales de traitement d'air, on pense à un certain nombre d'autres équipements qui sont modélisés dans les outils de gestion de maintenance parce que souvent ces équipements complexes qui consomment de l'énergie et qui ont une vie, une durée de vie, un cycle de vie complexe et qui font souvent office d'activité de contrôle, de maintenance, de réglementaire. Et donc on va retrouver l'ensemble de ces informations dans la connaissance de ce patrimoine qui est un outil important pour pouvoir commencer justement à alimenter les informations qui vont être liées à cette année de référence. On va également pouvoir trouver un ensemble d'informations liées aux énergies. De plus en plus, les outils de gestion de maintenance collectent la dimension énergétique, pas simplement l'activité liée à la maintenance ou les caractéristiques techniques du patrimoine, mais également les informations d'énergie, puisque l'énergie, simplement pour rappeler, durant la construction d'un bâtiment, le cycle de vie d'un bâtiment, 80% du cycle du temps et des coûts liés au cycle de vie sur la phase se trouvent sur la phase d'exploitation-maintenance. Donc, durant la phase qui dure le plus longtemps dans le cycle de vie d'un bâtiment. Donc, c'est vraiment sur cette phase-là qu'il est vraiment intéressant d'avoir ce type d'outil et surtout de pouvoir analyser les dépenses, non pas simplement liées à l'activité sur le patrimoine, mais aussi aux consommations énergétiques de ce patrimoine. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des enjeux nécessaires. Et les outils sont capables de proposer cette vision combinée, technique et énergétique. Ici, on a un autre exemple, des informations qui vont pouvoir permettre le lien avec Opérate. Alors, on a commencé à étudier aussi les liaisons techniques avec Opérate pour faire certaines déclarations, mais déjà, à minima, aujourd'hui, vous retrouvez dans les fiches du bâtiment, évidemment, des surfaces. Vous allez évidemment retrouver des usages de ce bâtiment et aussi des caractéristiques techniques qui vont aussi pouvoir vous servir à enregistrer des informations que vous allez pouvoir communiquer à Opérate si vous souhaitez en avoir un élément de traçabilité au niveau de la GMAO par rapport aux informations que vous aurez pu saisir. Et donc, on va également trouver un tas d'informations ou de documentation utiles, soit pour la prise de décision, soit
tout simplement pour combiner les informations qui seront liées à ce patrimoine. Claudie en a parlé, le bâtiment, c'est pas un élément monolithique qui va se décomposer en parking, il va se décomposer en surface à l'intérieur de ce bâtiment qui vont avoir des usages différents. Et donc aujourd'hui, les outils de gestion de maintenance ont relativement évolué pour aller et s'étendre à ce qu'on appelle la gestion du patrimoine au sens large. Et elles intègrent des fonctionnalités qui permettent de comptabiliser les surfaces, soit de les déclarer, soit de les hériter directement des plans, voire des maquettes aujourd'hui, voire des maquettes BIM qui sont produites. On va absorber ces informations et on va être capable aussi d'ailleurs de les tenir à niveau dans le temps et on va pouvoir venir les préciser avec des usages qui vont permettre de mieux comprendre à quoi sert, quelle est la surface qui sert pour du bureau, quelle est la surface qui peut servir à d'autres usages. J'en parlais tout à l'heure, on va aussi aller plus loin. On va pouvoir aller sur les équipements qui composent ce bâtiment, les équipements techniques. On pourra différencier aussi, si on le souhaite, les équipements qui ont une connotation énergétique forte pour pouvoir les retrouver et les filtrer plus simplement. Mais surtout, à l'intérieur de ces fiches, on va voir l'état des lieux de ces équipements, leur âge, leur cycle de vie. On va retrouver leur activité de maintenance, leur taux de bon fonctionnement pour voir s'ils sont, des équipements qui tombent facilement en panne. Et toutes ces informations, combinées aux caractéristiques techniques, débit, puissance, eh bien, vont nous aider aussi demain dans l'analyse ou dans les informations qui peuvent être transmises à des experts lorsqu'il va falloir constituer le plan d'action pour atteindre les objectifs. Ce sont autant d'informations que l'on peut extraire ou que l'on peut renseigner pour ensuite déterminer sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Au-delà de la connaissance du patrimoine au sens large, on va aussi pouvoir collecter donc, les mesures de différentes manières, donc les mesures liées à l'énergie, hein, donc les consommations énergétiques, les points de collecte ou les points de livraison, soit tout simplement manuellement, hein, comme ici on a des fonctions de relevé et on est capable de faire des comparatifs, mais de plus en plus de manière importée, soit le système de supervision, soit directement des énergéticiens, puisqu'ils mettent à disposition des API ou des fichiers qui permettent d'importer les consommations, soit également de plateformes de performance énergétique, puisque avec cette dimension qui devient de plus en plus prégnante, il y a des outils qui se sont spécialisés, des plateformes du commerce qui sont spécialisées comme Citron, Adviseo, Ubigreen et bien d'autres, qui se sont spécialisés, avec lesquels on peut également proposer des API pour venir récupérer ces informations pour ensuite pouvoir les utiliser dans le cycle de vie de l'équipement ou du bâtiment. On va pouvoir aussi aller un cran plus loin. Donc ça, c'est l'ensemble des informations disponibles, mesurées, souvent historisées. Mais on va pouvoir aussi aller plus loin avec des plateformes, type plateforme d'IoT, qui nous permettent de collecter des informations qui vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a les informations liées au bâtiment, mais lorsqu'on va vouloir attaquer un plan d'action, on va chercher à essayer de comprendre la consommation de certains équipements plus particulièrement. Et là, à ce moment-là, les énergéticiens peuvent donner des extrapolations en fonction, notamment sur vos logements. Ils sont capables de dire si vous avez certains types d'électroménagers en fonction de votre usage, la répartition de la consommation. Mais lorsqu'on est sur un bâtiment complexe, eh bien aujourd'hui, vous allez pouvoir justement venir positionner peut-être des objets connectés ou des systèmes de supervision qui vont faire un certain nombre de collectes. Et on va pouvoir en bénéficier. On va pouvoir faire deux choses. Un, collecter ces informations, mais elles existent déjà. On va ensuite pouvoir surtout soit extrapoler des consommations, soit déclencher des actions lorsqu'on va constater des dérives. Parce qu'une fois que vous allez vous être fixé, vous aurez fixé vos objectifs, il va falloir aussi vous assurer que même si vous faites des actions de réhabilitation de votre patrimoine, d'isolation, de changement de vitrage, que sais-je, pour améliorer sa performance, et bien évidemment, les équipements, ou changer les équipements tout simplement, hein, remplacer des équipements par des équipements moins consommateurs, eh bien, il va falloir aussi vous assurer que dans les 10 ans, les 20 ans, ces équipements continuent à maintenir leur performance initiale
et ne pas vous retrouver à ne plus atteindre vos objectifs parce que basés sur les caractéristiques des équipements d'origine. Et donc, il va falloir effectivement accompagner la vision, la stratégie d'un plan d'action d'outils qui vont mesurer et alerter, voire anticiper pour pouvoir maintenir ce plan d'action global. Et ça fait partie aussi de ce plan d'action global. Alors, si on prend quelques minutes pour aller maintenant sur le plan d'action énergétique. Alors, ce plan d'action, il est à bâtir. Une fois qu'on a fixé, comme l'a dit Claudie, les jalons, les mesures, les attributs propres à ce que vous avez aujourd'hui comme patrimoine et aux données de référence, encore faut-il maintenant atteindre en 2030 les objectifs attendus. Et donc, l'une des missions qui est déjà sans doute en cours pour certains d'entre vous, c'est de venir bien faire le diagnostic et proposer un plan d'action, soit en vous appuyant sur des experts, soit en vous appuyant sur des entreprises spécialisées qui vont vous aider de leur expertise à trouver les voies qui vous permettront très rapidement de gagner les kilowatts nécessaires, les consommations nécessaires pour descendre votre consommation énergétique, voire également vous appuyer parfois sur des nouveaux collaborateurs qui intègrent les entreprises et qui sont spécialisés, en fonction de leur taille évidemment, qui sont spécialisés sur ces sujets-là, voire la somme de tous, qui vont aussi, en s'appuyant sur l'expertise des directions techniques qui connaissent le patrimoine, qui peuvent apporter notamment les éléments que je décrivais tout à l'heure, ou si elles ne les ont pas, qui vont s'intéresser à aller les chercher, à les outiller, puisque ça va faire partie des données importantes, eh bien, vont proposer un plan d'action. Et ce plan d'action, euh, euh, comme ça nous a été dit par Claudie initialement, il va y avoir plusieurs catégories. Là, je vais simplement les diviser en deux catégories. Celles qui ont un impact sur le comportement. Et là, nos outils, les outils de gestion en tout cas, ont moins de valeur ajoutée dans le suivi de ces actions aussi, mais elles sont tout aussi importantes et elles sont nécessaires pour atteindre les résultats. Et en vert, on a une autre partie de plan d'action qui va avoir un impact sur le patrimoine et les installations. Évidemment, si on remplace un modèle d'équipement par un autre, moins énergivore, peut-être qu'on va le faire sur certains bâtiments. On va d'abord essayer de les tester, vérifier qu'on atteint bien les objectifs avant de le déployer plus largement sur d'autres sites. Donc, on va avoir aussi des stratégies par rapport à cela. Et évidemment, elles vont impacter le patrimoine, puisqu'on va remplacer un équipement par un autre avec d'autres caractéristiques techniques, avec des besoins de mesure, etc. Et donc, elles ont un impact direct sur les outils de GMAO. Et les outils de gestion, elles vont aussi apporter cette capacité à suivre, puisque toute modification du patrimoine a pour vocation aussi à être tracée, à être suivie en termes de coûts, va nécessiter des prestataires, va nécessiter des acteurs de la maintenance, va nécessiter peut-être l'acteur de tiers, facility manager, qui vont tous contribuer à l'atteinte de ces objectifs de manière très concrète et pragmatique, justement à travers un plan d'action numérique. Alors je me permets ici d'illustrer ce que pourrait être un plan d'action transformé dans la gestion de la maintenance, avec eh bien, un projet énergétique qui va regrouper un ensemble ensuite d'interventions. Ce projet énergétique, on va le calibrer dans le temps, on va l'associer à des natures de travail particuliers pour l'isoler et le séparer de ce que l'on retrouve traditionnellement dans les outils de gestion des services techniques comme le curatif, le préventif, le réglementaire, les travaux neufs, etc. On va l'affecter une nature énergétique pour pouvoir le suivre et le piloter de manière isolée, mais pour autant, on va utiliser les mêmes ressources ou certaines ressources identiques à celles qui vont effectuer les actes de maintenance. On va aussi l'associer à des centres de coûts différents qui vont nous permettre de compiler les dépenses et de pouvoir donner des métriques ensuite entre les budgets qui avaient été réalisés et le réellement passé. Ensuite, ce plan, on va le décliner par bâtiment, par locaux, par équipement technique, hein, en fonction de la granularité de ce à quoi il s'applique. Et donc là, on va commencer à faire le lien avec un plan d'action et des interventions qui vont être placées dans le temps, qui vont retrouver également des natures et des centres de dépenses que l'on peut déterminer. Et on va venir ensuite, au fur et à mesure de la réalisation, collecter les pièces, les moyens, les achats nécessaires. On va aussi collecter les ressources nécessaires, les temps passés,
Et enfin, les opérations qui auront été réalisées. Si on doit opérer à une tournée de remplacement d'équipements, on va faire le lien avec ces équipements techniques, ce patrimoine, et ainsi assurer deux choses, la traçabilité des modifications du patrimoine au sens large, mais aussi les coûts par intervention. On saura que cette intervention qui a consisté à faire cette opération nous a coûté réellement tant, et si on doit la faire sur un autre site équivalent, eh bien on peut avoir des métriques qui seront utiles. On peut l'avoir évidemment au niveau du projet global, et on l'aura aussi au niveau d'un centre de dépenses, si il y a un budget particulier qui a été alloué, avec des contrôles de dépassement, pour pouvoir avoir un réel pilotage opérationnel, puisque là, on va évidemment vers des enjeux qui peuvent être des enjeux financiers importants. Ce sont les outils qui peuvent permettre cette traçabilité, cette comptabilité, j'ai envie de dire, et qui vont contribuer aussi à la modification du patrimoine que vous avez à gérer en tant que direction technique. À cela, on peut apporter d'autres choses. On peut apporter des outils, comme j'en parlais tout à l'heure, à travers des plateformes IoT. Nous avons d'ailleurs des partenariats avec Adonis, où on va venir proposer très verticalisé sur des équipements particuliers, par exemple ici sur des centrales de traitement d'air. Nous allons avoir une combinaison entre l'objet connecté, des algorithmes qui vont permettre de pouvoir déterminer lorsque l'équipement commence à avoir un fonctionnement qui permet quand même de fonctionner et de rendre le service aux occupants. Toutefois, il va être dans une dérive énergétique, une dérive qui va pouvoir être anticipée grâce à ce calcul qui va être réalisé au plus près de l'équipement, au plus proche de l'équipement. On n'est plus sur des règles de maintenance conditionnelle générale, tous les 1 an on change le filtre, ou on va être vraiment sur une fonction très proche, équipement par équipement, en fonction de l'usage de cet équipement, s'il est au nord ou au sud, s'il est exposé dans le nord de la France, dans le sud de la France, exposé nord, exposé sud, on va pouvoir avoir des comportements différents pour un même équipement et on va essayer de détecter à partir du moment où il faut notamment remplacer des filtres, puisqu'on sait que l'encrassement des filtres est un facteur aggravant de la consommation énergétique. Donc voilà un type d'outillage que l'on va également proposer. On se limite plus simplement à des outils de collecte et de gestion. On vient aussi avec de l'algorithmie, des solutions métiers complètes qui vont du capteur à la collecte. On peut aussi faire appel à notre partenaire comme OneSense, jusqu'à la collecte des informations et les algorithmes qui vont ensuite déclencher des actions de maintenance concrètes. Voilà, j'ai essayé de brosser un certain nombre, il y en a sans doute d'autres, hein, je pense que c'est vraiment un outil aujourd'hui qui existe dans les entreprises, qui est répandu et sur lequel on peut vraiment capitaliser dans cette approche autour de l'énergie et notamment à travers les enjeux imposés par le décret tertiaire. Vous pouvez commencer à poser vos questions, évidemment. On va vous donner quelques éléments contextuels sur nos entreprises. Je te laisse commencer, Claudie. Oui, sans problème. Alors simplement, c'est vrai qu'on a résumé ça en une slide simple. Le groupe Socotec, un groupe société de contrôle technique, nous sommes tiers de confiance, particulièrement connus dans la gestion des risques et le conseil technique. Aujourd'hui, le groupe Socotec, c'est 9000 collaborateurs répartis dans 23 pays, avec un chiffre d'affaires global ayant dépassé le milliard de ce début d'année. Je vois que les chiffres sont pas tout à fait à jour sur la slide, je m'en excuse. Du coup, voilà, on est un groupe en très forte expansion avec une répartition aujourd'hui sur plus de 150 implantations en France qui fait notre force sur l'ensemble du territoire puisque l'on maille le territoire de manière très importante. Aujourd'hui, nos secteurs d'activité les plus connus sont la construction et l'immobilier, au sein duquel on va retrouver l'ensemble des métiers de la construction et l'ensemble des métiers immobiliers durables avec les diagnostics et l'analyse de l'existant. On a aussi toute une branche liée aux infrastructures, toute une branche liée aux équipements et industries que vous connaissez déjà certainement par ailleurs, avec les vérifications périodiques par exemple. Nous avons une branche dédiée à l'environnement et à la sécurité, où on va retrouver toutes les analyses et les études ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement.
et toutes les parties liées au diagnostic de pollution. Et une cinquième branche qui est citée ici sur cette slide, c'est la branche qui rassemble l'ensemble des métiers de la certification et de la formation. Donc on est à la fois organisme certificateur de personnes ou de projets et aussi nous disposons d'un organisme de formation qui permet l'animation de formations externes chez nos clients ou en centre de formation. Voilà en quelques mots qui est Socotec et ce que nous faisons de notre quotidien parmi tous ces métiers. Je reste disponible pour en reparler si besoin. Merci Claudie. Quelques informations à mon tour sur Carl Berger-Levrault. Donc nous sommes plutôt éditeurs, vous l'avez compris, de solutions de gestion de patrimoine et gestion de maintenance, tout secteur d'activité, la santé, l'industrie évidemment, le tertiaire, les villes, les collectivités ou les transports. Donc, c'est un acteur historique de ce segment. Nous sommes à peu près 150 personnes basées à Limonest, près de Lyon. Et nous faisons partie d'un groupe Berger-Levrault qui est une entreprise qui édite de nombreux logiciels, qui représente à peu près 200 millions, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui place l'entreprise et le groupe dans les 15 plus gros éditeurs français. Donc vous avez eu quelques illustrations d'un ensemble d'outils que nous éditons, notamment l'outil CarSource, mais aussi sa plateforme IoT IA BL Predict. Donc nous avons également des outils mobiles pour accompagner nos solutions métiers. Voilà. Peut-être quelques mots aussi sur ce qui rassemble, sur ce qui unit Carl et Socotec. Alors, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs années, puisque depuis plusieurs années, nous mettons à disposition un connecteur réglementaire qui permet d'intégrer le résultat des rapports des organismes de contrôle comme Socotec et qui permet d'intégrer les informations directement depuis la plateforme Socotec Avantage. On vient intégrer ces rapports d'audit et donc ça facilite les justificatifs, mais surtout le plan d'action. C'est pour ça qu'on retrouve un peu des choses dans l'approche qui sont un peu similaires sur le plan d'action qui est à mener pour atteindre des objectifs cette fois réglementaires. Et puis nous avons avec Socotec d'autres partenariats en construction, en études autour de la veille réglementaire, mais aussi, et c'est aussi l'objet de pourquoi on fait cette présentation commune aujourd'hui, autour du suivi du plan de performance énergétique. Et donc, imaginer une continuité, notamment à travers les audits qui peuvent être réalisés à partir des experts, grâce aux experts Socotec. Écoutez, voilà, vous avez sur cette dernière diapositive, vous pouvez retrouver nos coordonnées. Je vais si vous lancer un court sondage. Bon, merci par avance de, de, de vos réponses. Et puis nous allons, puisque voilà, il nous reste à peu près un quart d'heure, nous allons commencer à répondre à vos questions. Alors, j'ai une première question qui arrive. Je vais plutôt pour toi, Claudie. Concrètement, que faut-il faire d'ici le 30 septembre? Est-ce que tu peux nous redonner peut-être par rapport à l'introduction les métriques que nos participants doivent avoir vraiment en tête, en tout cas dans les actions à réaliser, à ne pas oublier? Alors, par rapport au 30 septembre 2022, les obligations réglementaires actuelles nous poussent à créer son compte sur Opérat. Enfin, déjà, savoir si on est assujetti ou non. C'est bien par là qu'il faut commencer, hein, savoir si on rentre ou non dans le système. Donc, si on est assujetti, le premier point qu'il faudra faire, c'est créer son compte sur la plateforme Opérat. Laisser effectivement la possibilité de créer de nommer et de fournir l'ensemble des informations sur les entités fonctionnelles assujetties de notre site et de notre compte. Une fois qu'on a créé son compte, on doit déclarer les bâtiments et ainsi déclarer les consommations qui sont liées à l'ensemble. Donc, le compte, la réalisation des entités fonctionnelles assujetties, la réalisation des consommations dans la plateforme et dès que Opérat nous le permettra, normalement à partir du 1er avril 2022,
déclarer sa consommation annuelle de référence, consommation, pardon, pas annuelle, justement, sa consommation de référence, donc une année de consommation 12 mois glissants 2010-2019, et du coup, Opérate fera le calcul des objectifs. Donc, consommation annuelle sur 2020-2021, consommation de référence, et en amont de tout ça, création du compte, ce sont les points essentiels à faire dans la plateforme Opérate d'ici le 30 septembre 2022, qui permettront ces éléments qui permettront de bien renseigner l'obligation réglementaire exigée pour cette décennie, enfin pour ce début de pour cette décennie, non, pour ce début de mise en place du décret tertiaire. Merci. Alors, une autre question qui nous est posée, alors n'hésitez pas à continuer à les inscrire. Nous avons encore un peu de temps justement pour vous, donc profitez-en. Quel effort faut-il finalement pour adapter les outils de gestion que je peux avoir à disposition pour les rendre compatibles, si je puis dire, avec les informations énergétiques? Donc, bah, tout va dépendre de l'outil dont vous disposez, mais par exemple, sur nos dernières versions, en tout cas pour nos produits, euh, eh bien, ils sont relativement déjà compatibles, hein. Ils permettent d'avoir la souplesse de venir rajouter un certain nombre de caractéristiques. Ils disposent déjà d'un certain nombre de rapports qui permettent de pouvoir obtenir certaines informations. Et puis, ils ont suffisamment de préparation. Il y a déjà des choses sur les surfaces, sur l'intégration des plans, sur l'intégration avec les plateformes d'IoT qui sont déjà opérationnelles et qui demandent uniquement à être mises en œuvre, l'intégration de données de supervision qui existe déjà avec des normes standards. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles aujourd'hui, souvent par méconnaissance ou par manque de temps, elles sont moins exploitées et c'est aussi le sens du message d'aujourd'hui. Parfois on vient ajouter, collecter beaucoup d'outils, mais parfois on a déjà des outils qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations ou de renseigner ces informations ou d'en générer des nouvelles, et notamment en lien avec l'énergie. C'est une information qui est déjà c'est déjà une structure qui existe déjà au cœur des outils de gestion de maintenance et qui peuvent tout à fait coopérer avec d'autres outils, hein, il n'y a aucun problème, mais il y a déjà des choses qui existent et qui sont directement exploitables. Euh, Écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je terminerai peut-être cette présentation par dire que la session fait l'objet d'un enregistrement et donc nous pourrons mettre à disposition et vous pourrez recevoir le lien qui vous permet d'accéder au replay si vous souhaitez partager cette présentation avec d'autres. Si vous êtes intéressé par le support qui a été présenté, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir soit à travers le sondage dans la partie exprimez-vous, soit directement dans le chat en donnant vos coordonnées. Nous ferons suivre le support PowerPoint si vous souhaitez le récupérer pour le partager. Écoutez, je regarde encore s'il y a de nouvelles questions. On arrive au bout. Nous sommes dans les temps. Je remercie vraiment Claudie pour la disponibilité, pour la clarté des propos et de cette présentation. Nous nous tenons à votre disposition. Vous voyez, vous avez nos coordonnées et donc nous ferons une joie évidemment de vous apporter plus en plus d'informations. Claudie, je ne sais pas si tu voulais apporter une information complémentaire. Bah non, simplement remercier l'auditeur et puis te remercier pour la bonne organisation de ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a d'autres des points à compléter ou des questionnements, nous serons là pour répondre à vos interrogations via les contacts. Pas de souci pour moi. Merci beaucoup, très bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.